je viens de penser à un truc. Ellaria, elle vient pas tuer les 2 derniers Martell? Je veux dire, dans la série, on nous a pas introduit Ariane Martell, ou je sais pas, Quentin Martell, ou je sais pas quoi. Donc techniquement, y a plus de Martell. Je veux dire, oui, il y a bien les bâtards, mais je crois bien que selon les règles de Dorne, un bâtard va pas devenir prince de Dorne. Donc, ouais. Ellaria vient de finir la lignée des Martell. Merci Ellaria, merci. On se retrouve enfin pour l'analyse de l'épisode 2 de la saison 6 de Game of Thrones. Alors, je suis extrêmement fatigué, je suis malade, j'ai du travail cette semaine, c'est horrible. Mais enfin bon, on arrive un petit peu au bout et je vais enfin pouvoir sortir la vidéo que j'aurais dû sortir en début de semaine. Alors, cet épisode était très bon, j'ai trouvé qu'on rentrait davantage dans l'intrigue, que voilà, les enjeux étaient davantage mis en avant. J'ai trouvé qu'enfin, il y avait de la progression et un meilleur développement en ce qui concerne les personnages et surtout en ce qui concerne les morts. Elle faisait beaucoup plus de sens, même si, et c'est mon seul point noir par rapport à cet épisode, je dirais que, tout simplement, la mort de Roose Bolton, les amis, elle était ultra prévisible, mais juste ultra prévisible. Et j'ai un collègue qui me dira que voilà, il avait prévu et que moi je lui avais dit non, que ça arriverait pas, mais je lui avais dit que ça n'arriverait pas. Alors c'est chapeau de paille ce collègue, il se reconnaîtra. Eh bien, je lui avais dit que ça n'arriverait pas parce que pour moi c'était beaucoup trop évident. Voilà, c'était trop évident que la série faisait en sorte de nous faire penser ça, de nous le faire craindre, que Ramsay donc tue Roose Bolton. Et je me disais non, elle va pas faire ça, du moins pas tout de suite, parce que c'est tellement évident. Et en fait, ils l'ont fait. Et d'une manière pas vraiment très subtile. Enfin bon, c'est mon avis. Cela dit, et j'y viendrai à la fin, sa mort, c'est pas comme Doran, si vous voulez, sa mort fait du sens. Bien, troisième point, avant de commencer, je vais lancer un nouveau truc par rapport à ces petites analyses qui rendront à mon avis les vidéos un peu plus dynamiques, un peu plus sympathiques à regarder. C'est que je vais en fait procéder de la manière suivante, je vais faire une sorte de top en gradation vers les scènes qui m'ont le plus, que j'ai préféré. Donc je vais aller de la scène qui m'a le moins, qui m'a le moins marqué, qui m'a, le moins satisfait, à la scène qui m'a vraiment le plus satisfait. La première scène dont je vais parler, et donc celle qui m'a le moins convaincu, donc en 9ème position, c'est tout simplement le passage avec Arya et Jaqen H'ghar. Et tout simplement, à ce niveau-là, pas vraiment de choses à dire. Tout simplement, très bien, elle retourne au temple et elle va s'entraîner. Et je veux dire, on avait déjà eu confirmation de ça dans les bandes annonces, et j'ai trouvé que là, c'est pas très intéressant ce qu'on voit avec Arya. Donc pas vraiment de progression, on peut passer à la scène numéro 8. Donc en 8ème position, je vais parler de la mort de Roose Bolton, et donc de sa confrontation finale avec Ramsay. Et je parlerai aussi en dernier lieu donc tout simplement de la mort de Walda qui fait suite à cet événement. Alors tout simplement, déjà je vais vous dire ce que j'ai trouvé mauvais dans cette scène. Et bien tout simplement, c'est le fait que sa mort, je l'avais repéré, je l'avais senti, mais à 2000 km. Vraiment, je veux dire, comment vous avez pu être surpris par ça, ceux qui éventuellement auraient été surpris. J'ai un collègue sur YouTube qui s'appelle, c'est le chapeau de paille. Et lui, il m'avait dit, dans le live qu'on avait fait la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, il m'avait dit la chose suivante. Il m'avait dit, ouais, tu vas voir, Ramsay, il va tuer Roose Bolton. Et je lui avais dit, ouais, mais c'est évident. Donc, justement, la série, elle va pas tomber tout de suite, du moins, tout de suite, pas immédiatement, elle va peut-être le faire plus tard, mais là, dans les premiers épisodes, elle va pas tomber dans cette évidence. Elle va essayer de nous amener la chose de manière un peu plus subtile. Et première chose, j'ai senti qu'il y avait un petit peu, avec les 2 morts qu'on a eu, Doran et maintenant Roose, il y a un petit peu un sentiment de rush. J'ai l'impression que c'est un petit peu, ça sonne un petit peu une certaine précipitation de la part des auteurs. Mais, surtout, ce que je reprocherais donc à cet événement, c'est que la mort de Roose Bolton, comme je l'ai dit, je la sentais depuis la saison dernière, si vous voulez. Ramsay, il subit la pression de son père depuis quelques épisodes maintenant, où on voit que... Et je trouve que c'est un petit peu mal joué de la part de Roose Bolton, parce que c'était exprès qu'il lui mettait la pression, qu'il lui disait ouais, tu sais, je vais te remplacer, gna gna, si j'ai un fils avec Walda. À chaque fois, on avait l'impression que Roose Bolton était en train de troller Ramsay, qu'il était en train de le troller comme pas possible. Et finalement, là, j'ai l'impression qu'il se rendait pas compte de la connerie qu'il était en train de faire. Roose Bolton, tu as un fils dont tu sais que l'impulsivité peut lui faire des actes complètement irraisonnés. Et t'as pas pu voir en avance que tu pouvais risquer de mourir de sa main. J'ai trouvé que pour un personnage comme Roose Bolton, le fait qu'il soit très analytique, très raisonnable, tout rationnel, le fait que
il le tease comme ça depuis la saison 5 en disant ouais je pourrais avoir un fils, mais tout ça. Et que ensuite il le prenne comme ça dans ses bras, sans aucune protection, j'ai trouvé que c'était complètement hors du caractère de Roose Bolton. Mais il y a autre chose aussi, la façon dont ils ont réalisé la scène. Regardez, on nous montre l'attaque de Ramsay, ensuite on nous les montre les deux qui se font un câlin. La seule chose qui était bien finalement, c'était le fait qu'on voyait pas très bien qui avait porté le coup. Et si ça avait été Roose Bolton, ça aurait été tellement chelou, ça aurait été peut-être mieux, même ça aurait été tellement surprenant. Bon, ça aurait été mauvais dans le sens que Ramsay a encore des choses à faire. Mais finalement, voilà ce que je dirais. Il est évident que Roose Bolton devait mourir de la main de Ramsay. Je veux dire, c'était dans l'ordre des choses, évidemment. On doit avoir la confrontation des deux bâtards, Ramsay et Jon. Et voilà. Le fait que Roose Bolton soit mort, alors déjà premièrement j'ai le sentiment que c'est un petit peu trop précipité, que c'est un peu rapide. J'aurais aimé peut-être le voir un peu plus tard. Mais voilà, je savais, je m'y attendais. Mais je m'y attendais pas. Enfin, je pensais, alors là je me contredis un petit peu parce que je dis je m'y attendais pas. Je m'y attendais, mais je pensais que la série l'aurait fait de manière plus subtile, qu'elle l'aurait pas balancé comme ça dès l'épisode 2 si vous voulez. Alors oui, peut-être que c'est, voilà, faut avancer, faut tuer des personnages pour en amener d'autres, je peux comprendre ça. Mais j'ai trouvé que ça manquait de subtilité. Je veux dire, comment vous avez pu être surpris par ça? La façon dont est filmée la scène, la façon dont c'est amené psychologiquement, je veux dire au niveau de la tension, au niveau des émotions, au niveau des enjeux qui sont mis en scène, évidemment là, l'héritage de la maison Bolton. Vraiment là c'était... j'ai senti à des kilomètres, même si c'est une mort qui est pas du même... Voilà, c'est une mort qui fait du sens, c'est pas comme celle de Dora. En ce qui concerne quand même les points positifs de cette scène, je dirais que j'ai beaucoup aimé la façon dont on nous introduit le personnage de, voilà, alors je sais plus comment il s'appelle, le Karstark, le fils Karstark. Alors le fils Karstark, donc il s'agit de Arion Karstark, hein, et oui, donc ce cut, évidemment c'est parce que je viens de vérifier sur la garde de nuit, hein, oui. Je vous avoue qu'a priori je connais bien les noms, mais là ça m'avait échappé. Bref, donc j'ai bien aimé qu'on nous remonte ce personnage et qu'on fasse référence au fait que Robb Stark avait coupé la tête à Rickard Karstark, donc j'ai trouvé que ça faisait du sens, que Arion est une dent contre voilà, les Stark. Je peux comprendre. En ce qui concerne les autres petits détails, j'ai beaucoup aimé le fait que Ramsay évoque les Umber, d'accord, les Karstark, ok, mais surtout les Manderly. Merci enfin de nous introduire les Manderly. Alors, introduire pas réellement, parce qu'on avait vu les Manderly au Noces Pourpres, on avait vu Willis Manderly, qui est en fait un espèce de gros bonhomme avec une barbe et une espèce d'insigne en forme de Poséidon, c'est l'emblème de leur maison. Les Manderly, ce sont les chefs, hein, les seigneurs d'une des plus grandes maisons du Nord. Ils viennent du Bief, hein, de là où viennent les Tyrell, mais ils ont été chassés, il me semble, et ils se sont rendus au Nord, dans lequel ils se sont rendus maîtres, enfin sous l'égide donc des Stark. Ils se sont rendus maîtres de Blancport, et Blancport c'est le seul port du Nord, et c'est c'est une des villes les plus grosses, même dans tout Westeros, c'est une grande ville à l'échelle de Westeros, et du coup voilà, c'est une maison très importante parce qu'elle est riche, et c'est une maison qui est très puissante. Donc voilà. En ce qui concerne dans le bouquin, en fait, hein, Wyman Manderly, qui est le chef de cette maison, est vraiment un partisan de la maison Stark et voilà, fait en sorte de rallier un peu les Stark. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus des Manderly? Franchement, c'est des badass, hein, j'aimerais bien les voir, les Manderly. Mais bon, le fait qu'ils soient juste évoqués, c'est peut-être juste une façon de nous dire, bon, on connaît les Manderly, mais on n'a pas trop le temps de les mettre, donc voilà, on vous les évoque juste là, donc je pourrais comprendre. Enfin, voilà. Dernière chose à dire à propos de cette scène, j'ai bien aimé le fait que Roose Bolton soit quand même présenté comme quelqu'un de plus intelligent que son fils, de plus fin, et encore une fois ça continue un petit peu ce qu'on voyait dans la saison, dans les épisodes précédents. Ramsay c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus courte dans le temps que Roose Bolton. Roose Bolton c'est quelqu'un qui est intelligent, qui prépare ses actions. En ce qui concerne Ramsay, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus impulsif, donc ça risque, cette action est peut-être la plus grosse connerie qu'il ait faite. Se séparer de son père, se séparer de son meilleur conseiller. Donc voilà, j'ai bien aimé finalement, malgré le fait qu'il soit mort, que Roose Bolton nous montre encore une certaine supériorité dans les rapports de force, en termes de, voilà, il s'est fait buter, mais il était quand même encore, je trouve, quelqu'un de plus redoutable en termes d'intelligence. En ce qui concerne la mort de Walda, bon, oui, effectivement, ça aide un petit peu, pour le montrer un petit peu, mettre en avant le côté très cruel du personnage de Ramsay, très bien, bon, pourquoi pas. Finalement, moi, je trouvais que c'était la meilleure des choses à faire. Je veux dire, Walda et son fils, son pauvre bébé... qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Alors voilà, qu'ils se fassent bouffer, voilà, qu'ils se fassent qu'on n'en parle plus, terminé, voilà. Allez, point suivant. Donc ensuite, la scène dont je voudrais parler, c'est la confrontation, enfin du moins le dialogue entre Sansa et Théon. J'ai trouvé que la seule chose qui ne marchait pas tellement dans cette scène, c'est le fait que Théon, veuille partir comme ça, c'est assez abrupt, j'ai trouvé. Après, les raisons qu'il évoque sont très saines, sont très sensées. J'ai trouvé effectivement le fait qu'ils doivent se confronter à Jon, voilà, c'est peut-être extrêmement dur effectivement.
qui ont partagé leur jeunesse. Effectivement, je peux comprendre, et du coup, c'est une scène qui était assez chargée, hein, je trouve, en émotion. C'était vraiment une bonne scène, donc j'ai trouvé que c'était quand même une bonne scène, malgré le fait que voilà, j'ai trouvé que c'était un peu artificiel, et qu'on sentait ici derrière les ficelles de l'histoire qui disent bon, allez, Théon, faut que tu te sépares un petit peu de là, faut que t'ailles foutre la merde aux îles de fer, voilà, vas-y, retourne, parce que je pense que c'est là qu'il va aller. Ensuite, donc, 6ème position, la scène entre le Septon et Jaime. J'ai trouvé que là, c'était une scène, et là on entre vraiment dans les très bonnes scènes, hein, parce que j'ai trouvé que cet épisode c'était vraiment un florilège d'excellentes scènes. Et j'ai trouvé que là il y avait vraiment quelque chose de très palpable. La tension, mon dieu, qu'est-ce qu'elle était forte ici. On voyait vraiment que les deux hommes étaient à leur pic, C'est-à-dire que d'un côté, le Septon qui quand même a un petit peu eu peur. On a pu déceler un petit peu de peur dans ses yeux, je trouvais que c'était intéressant. En voyant donc un homme en face de lui qui est tout autant dévoué à sa cause, à ses causes personnelles. On a d'un côté donc le Septon qui lui est dévoué au Seth et voilà, à sa religion. Et d'un côté Jaime qui lui n'est plus dévoué qu'à sa famille, enfin du moins qu'à ses relations avec qui les tenait en gros avec tous les Lannister, et, voilà, ses enfants hein, tout simplement. Et j'ai trouvé que voilà, cette scène était très très bonne de ce point de vue là. Et le fait aussi que qu'on comprenne maintenant que Jaime est extrêmement déterminé à venger les siens. Et évidemment, ça reprend bien sûr la scène dont je vais parler, après, juste après, hein, la scène entre Cersei et Tommen. Donc, 5ème position, évidemment, la scène, le petit dialogue très court assez bref entre Cersei et Tommen. J'ai trouvé qu'il était extrêmement lourd, j'ai trouvé, parce que c'est vrai, je veux dire, Tommen, franchement, j'allais l'appeler Tommen Lannister, oui, Tommen Lannister, faut pas lui en vouloir, il a zéro charisme, zéro prestance, il est précipité comme ça, son frère meurt. Je veux dire, c'est un peu compliqué pour lui. Et tout est fait pour nous présenter un personnage faible. Même sa petite couronne qu'il a sur sa tête, je veux dire. Tout est là pour nous montrer qu'il maîtrise rien, qu'il est faible. Et j'ai trouvé que c'était finalement beau de voir enfin sa mère. Et merde, quoi, Cersei, elle a plus rien. Et le fait de montrer... Parce que c'est vrai, c'était difficile pour Cersei de ne pas assister aux funérailles de Myrcella. Donc voilà, j'ai trouvé que... Il fallait montrer cette espèce de réunion des Lannister parce que ils le méritent. Malgré toute la merde qu'ils ont pu faire, ils le méritent et c'est certainement pas en tout cas Tommen qui mérite d'être le plus à critiquer. Voilà, il est juste faible et c'est normal venant d'un petit garçon. Scène numéro 4,5, oui parce que j'ai oublié de la placer et du coup je suis dans la merde. Je vais parler simplement, mais c'est une toute petite scène mais j'ai trouvé ça tellement hilarant. C'est la montagne qui arrive devant une espèce de petit connard qui parlait et qui disait de la merde sur Cersei. Et voilà, ça c'est du développement de personnage. Le mec, bam, ça suffit. On comprend complètement le personnage. Et vous allez rigoler, mais franchement, oui, j'ai adoré cette scène. J'ai trouvé que c'était... On voit le petit connard qui se la joue un petit peu dans les rues, qui fait genre, oui, moi j'ai vu Cersei toute nue, voilà, je vais présenter, rien. Bon, je vous passe les détails. Le mec qui fait un petit peu... Qui montre, qui fait preuve de sarcasme, d'ironie. Oh, maintenant que Cersei, voilà, elle a été ridiculisée. Maintenant, ils se permettent... ça a brisé le mur d'un peu de prestance que les Lannister avaient avant cette scène-là, avant la scène de la honte. Et du coup, j'ai adoré, surtout qu'il était un peu nerveux, donc c'était un petit peu une catharsis aussi de le voir se faire exploser le crâne contre le mur. Et j'ai adoré le fait que voilà que la montagne voilà soit juste là comme ça, dise rien, juste bam. Il y a rien d'autre à dire que c'est juste excellent en termes de description de personnage. Voilà, aucun dialogue nécessaire. Vous montrez juste ça, on a compris tout le danger que représente la montagne, enfin Robert Strong évidemment. Et voilà, j'ai trouvé que c'était excellent et c'est pour ça que je le mets avant toutes ces super scènes que j'ai citées auparavant. Voilà, j'ai trouvé que c'était excellent. Des fois, il suffit voilà, quelques secondes pour qu'une scène vous plaise. 4ème position, je parlerai donc de la scène de la résurrection de Jon Snow. Alors peut-être, pourquoi je l'ai pas mis en premier? Tout simplement parce que, voilà, c'est juste le point noir. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu trop tôt. Voilà. Pour moi, je l'aurais aimé Bon, bien sûr, il faut quand même qu'on puisse le réintroduire, ce personnage. Mais j'aurais aimé qu'on nous la fasse voir un peu plus tard. Voilà, j'aurais préféré que on attende un petit peu plus, qu'on ait un peu plus de doute. Parce que là, bon, Mélisandre, elle fait son petit truc, alors qu'en plus, elle était même pas sûre que ça puisse fonctionner. Et j'ai d'ailleurs aimé de la façon dont ils ont amené un petit peu le personnage de Thoros de Myr dans le premier épisode, je crois que c'était. À moins que ce ne soit dans le deuxième, je ne sais plus, enfin bon voilà, et donc on nous avait pensé que ce serait peut-être Thoros de Myr qui s'occuperait de ce job. Et finalement là, hop, elle fait le truc, et ça y est, il est ressuscité. J'ai trouvé que c'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'on attende un petit peu plus, qu'on nous laisse un petit peu dans ce doute, dans cette tension, et que voilà, cet enjeu aurait peut-être été mieux résolu, de manière un peu plus tardive dans la saison. Et quand on y pense,
Même si effectivement au niveau de la narration j'aurais préféré plus tard, ce qu'il faut quand même dire c'est que ça m'a un peu surpris du coup, et c'est peut-être une bonne chose que ça arrive, que ça arrive dès maintenant, ça m'a surpris. Parce que souvent au niveau narratif on est habitué à ce qu'une personne fasse un truc quand on n'est pas sûr, hein. Elle fait un truc, ça rate, puis ça rate une deuxième fois, et puis au niveau de la troisième ça y est, ça réussit, parce que justement on se disait ah bah il n'y arrive plus, et on est surpris au dernier moment, voilà. Bon, après donc voilà, au niveau narratif j'aurais aimé que ce soit plus tard, après au niveau de la surprise, c'est sûr que c'était là. Et la surprise ne peut pas aller sans la façon dont ils ont réalisé la scène. Et j'ai trouvé que c'était formidable la façon dont ils l'ont fait, parce que je veux dire, c'était super long, on était là comme ça, on attendait, on voyait la scène, et au dernier moment, bam, comme ça on voit Jon Snow. Jon Snow, oh, putain, à chaque fois je dis Jon Snow, putain, c'est pas vrai ça. Enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire ici, c'est que ça peut vous sembler très prévisible, la scène juste où on voit sa tête. Mais je vous assure que quand on est là, on attend, on voit Melisandre qui rate, on se dit bon, attendez, on connaît Hollywood, tout ça, enfin, c'est pas du tout Hollywood, mais on connaît vos codes, codes cinématographiques, on va voir, oh, il va faire et puis il va se réveiller. Non, là on attend, il se passe rien. Donc j'ai trouvé que c'était très bien. Et puis ensuite la scène continue comme ça, et je me suis dit bon, si ça continue, c'est que c'est trop évident, il va forcément se réveiller. Mais il se réveille pas. Donc je me dis, attends, bon, alors ça veut dire qu'il va pas se réveiller, donc du coup qu'ils nous font tenir en haleine pour rien. Ils nous tiennent en haleine et je me dis bah non, alors du coup il faut pas se ressusciter. Et au dernier moment, bam, le coup du lapin, il le ressuscite. Donc j'ai trouvé que c'était réussi, voilà. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai fait. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Voilà. Donc, très bonne scène, j'ai trouvé qu'aussi la relation entre Davos et Melisandre qui n'ont plus le lien qu'était Stannis avant, ils s'aimaient pas du tout, mais heureusement, bon, ils étaient obligés de suivre Stannis, et bah maintenant, on les voit plus avec leurs propres démons, leurs propres enjeux, leurs propres intentions personnelles. J'ai trouvé que c'était très très bien de voir aussi que voilà, Davos, c'est lui qui redonne du courage, qui redonne de la confiance à la sorcière rouge. J'ai trouvé que c'était excellent parce que ce personnage au départ qui la honnissait, qui la détestait, est en train un peu de revoir sa réalité, sa propre réalité, par rapport à celle qui est en train de lui venir en pleine gueule, c'est-à-dire le nord, le froid, tout ça, des choses qu'il n'a absolument pas vues. Et maintenant, face à tout ça, et bah, peut-être qu'il va plus se servir des choses qui lui faisaient peur auparavant en ce qui concerne la magie du feu, donc c'est le cas ici. En troisième position, je parlerai de la scène avec Bran et la corneille aux trois yeux. C'est une excellente scène d'introduction car on revoit Bran et la corneille aux trois yeux après une saison complète d'absence. C'est vraiment une excellente scène car on voit Bran qui est beaucoup plus serein et très nostalgique à l'idée de revoir sa famille dans le passé. Il se sent chez lui et on peut le comprendre, les Stark ont été séparés dès le début de la série. Et là, on peut les voir ensemble, enfin bon, c'est très curieux parce qu'il s'agit de son père et de son oncle réunis. Mais on voit un nouveau personnage intéressant. Au passage, j'aimerais mentionner le fait qu'on retrouve Benjen. Est-ce que ça veut dire que, comme ce personnage, on le réintroduit depuis la fin de la saison 5, pourrait-on le revoir? J'aimerais beaucoup. Mais il n'y a pas que Ned ou Benjen dans cette scène, il y a aussi Lyanna Stark, la sœur de Ned, et elle avait été teasée à peu près depuis la saison 1. Ce personnage sera vraiment au cœur des raisons qui amèneront au fameux événement de la Tour de la Joie. Sinon, on voit aussi que Hodor s'appelait autrefois Willis, qu'il était capable de parler et qu'il était alors le palefrenier à Winterfell. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a peut-être subi un traumatisme. Est-ce que c'est lié à un événement spécifique, lié à, je ne sais pas, Lyanna Stark, Benjen ou Ned? Nous le découvrirons bien assez tôt, à mon avis. D'autant plus que les traumatismes cachent toujours de lourds secrets. Ça risque de nous révéler pas mal de choses, ce petit détail. Enfin, juste un petit détail, regardez ce personnage à gauche de l'image. Oui, vous avez reconnu qui c'est? Eh oui, c'est Roderick Cassel, jeune. Il était, rappelez-vous, le châtelain et le maître d'armes de Winterfell, mais il est mort exécuté de la main de Théon. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez intéressant pour terminer ce petit flashback. Deuxième position, chers amis, oh là là, oui, cette scène entre Tyrion et les dragons, mon dieu. C'est là que j'adore Game of Thrones. Voilà, vous avez de la tension, du développement de personnages, de la progression aussi, bordel de merde, il vient de libérer les dragons, en plus il vient de se faire connaître des dragons de Viserion et de Rhaegal. Bon sang, c'était excellent cette scène. Et en plus, vraiment vous avez peur. Alors bien sûr on sait que Tyrion va pas mourir, mais le fait quand il est là, quand il les touche, on sait que ce sont des bêtes très impulsives, donc au dernier moment il peut très bien se retourner et essayer de le bouffer. Et alors évidemment le trailer nous avait un petit peu induit en erreur en nous faisant croire que voilà, il allait se faire shooté par les flammes. Ça peut encore arriver, cette scène pourrait encore arriver. Mais bon, c'était juste un petit teasing de la part du trailer. Un petit point noir par rapport à cette scène, c'est l'utilisation que la série est en train de faire de Varys. Vous avez pas le sentiment que Varys est de plus en plus le sidekick de Tyrion? Ah, j'ai pas du tout envie que ça devienne ça. Varys a toujours été un personnage mystérieux de par ses intentions, de par la façon dont il agit, on ne sait pas vraiment, c'est vraiment un personnage de l'ombre, un petit peu comme Littlefinger. Là, le fait qu'il devienne un peu le sidekick Putain, c'est Astérix et Obélix, quoi. Vraiment, il manque plus que la moustache pour Varys et ça y est. Je veux dire, oui, parce que Tyrion est petit et Astérix... Enfin, vous avez compris.
Voilà. Et donc du coup, ouais, j'ai trouvé que ce serait dommage. J'ai envie que, voilà. Alors après, c'est peut-être une façon subtile de la série de nous faire croire que Varys, voilà, c'est quelqu'un finalement de sympa, mais en fait que non, c'est le chef des fils de la Harpie. Voilà, bon. Après, vu comment la série nous n'est pas très subtile, voilà, avec la mort de Doran par exemple, peut-être que non, peut-être que finalement Varys, ils savent plus trop comment l'utiliser, ils en font le sidekick, voilà, le faire valoir de Tyrion. Première position, chers amis, et c'est une scène que peut-être vous n'avez pas vraiment appréciée, mais moi, qu'est-ce que je l'ai aimé. Bien. Dans One Piece, dans l'épisode, le dernier épisode qui est sorti, on a eu une introduction de personnage qui est celle de Kaido, pour ceux qui connaissent. Là, j'ai trouvé que, comme pour One Piece, on avait une des meilleures introductions de personnages depuis le début de la série. On a eu d'excellentes introductions de personnages. On a eu, par exemple, celle d'Oberyn, excellente. Et celle aussi de la confrérie sans bannière, qui était excellente. Celle, pas forcément, j'allais dire celle de Jaqen H'ghar, mais finalement non, c'était plus dans Harrenhal qu'on apprenait son personnage. Enfin bref, là, je vais parler de l'apparition de Euron Greyjoy. Nom de Dieu, putain, ce que c'était bien. Excusez-moi si je, si voilà, je blasphème. D'ailleurs non, on est dans Game of Thrones, donc je devrais dire nom des Sept ou nom de R'hllor. Enfin bref. Ah non, mais non, nom du dieu noyé. Putain. Cette façon qu'ils ont eu de nous introduire ce personnage au dernier moment sur ce petit pont, la façon dont on le voyait comme ça, qui restait tout droit, très tranquille, et Ballon qui est là comme ça en mode ouais putain je vais tomber, je suis un vieux croulant, et lui qui reste comme ça, en plus la façon dont il parle, dont il s'exprime, très british, un petit peu un côté Obi-Wan quand il parle, j'ai beaucoup aimé. Et surtout qu'on a pu déceler qu'une silhouette, donc c'est très étrange, ce personnage reste encore très très étrange. Et le fait voilà qu'ils ont laissé encore beaucoup de mystère à son propos, et qu'on a pu revoir Ballon, c'est tellement ridicule quand tu le prononces en français. Ouais, c'est comme ça que je le prononce, hein, je suis un lecteur, donc voilà. Et du coup, aussi le fait dont il nous ramène dans les îles de fer, c'est un petit peu tard, c'est vrai, c'est un peu tard. Pour ceux qui voilà, ne connaissent pas ce personnage, Ballon, tout ça, ou pardon, Euron, vous l'attendiez peut-être pas, et donc du coup, vous aviez pas cette joie quand vous avez vu pour la première fois le personnage arriver. Il faut savoir que le personnage de Euron Greyjoy est un personnage tellement cool, tellement badass, tellement charismatique. Il est, si vous voulez, il est assez similaire à Daario Naharis. D'ailleurs, certains avaient fait des théories comme quoi ce seraient les deux mêmes personnages, en fait, parce que ce sont deux aventuriers. Hein. Voilà, faut savoir que Euron Greyjoy, c'est un pirate, c'est quelqu'un qui a connu toutes les mers. Et Euron Greyjoy, c'est un des mecs les plus dangereux sur Westeros. Faut bien comprendre ça, c'est un des mecs les plus dangereux. Et il représente aussi un danger pour Daenerys. J'en dis pas plus, mais au vu de ce qu'il pourrait utiliser ce personnage, et le fait qu'il l'utilise assez tard dans la série, il pourrait très bien le faire continuer jusqu'à la fin et le faire rencontrer Daenerys. Et si vous connaissez ce qu'il fait dans le livre, ou ce qu'il pourrait faire dans le livre, par rapport au fait que les Greyjoy auraient peut-être un lien avec Daenerys, enfin bon, j'en dis pas plus, mais vraiment voilà. Oui, parce que dans le livre, en fait, il y a une... Oh, je vous dirai pas plus. Enfin, il y a un autre Greyjoy qu'on retrouve à Mérène, enfin... Allez lire les livres, allez lire. Vous perdrez pas votre temps. En plus, c'est une autre histoire, donc techniquement, voilà, c'est pas une redite. Donc, là, je trouvais que c'était excellent. La façon aussi dont on nous montre, voilà, la potentielle confrontation entre Yara et Euron, enfin Asha pour ceux qui lisent les livres, et aussi le fait qu'il nous remontre un petit peu Aeron Greyjoy, qui est aussi un frère des Greyjoy, qui est le frère de Ballon, il me semble. Aeron Greyjoy, c'est le prêtre du dieu noyé, en fait. Donc voilà, et j'ai trouvé que cette scène était, mais oh mon dieu, c'était tellement bien, tellement bien. Et voilà, j'ai trouvé que ce personnage, voilà, j'ai rien à dire, c'était excellent, voilà, des petites scènes comme ça, mais les introductions de personnages, faut pas les rater, je trouvais que là c'était excellent, la façon dont tu faisais ce personnage un petit peu, puis cette folie que tu décèles un peu dans sa parole, dans ses mots, et ce calme à la fois cette folie que je trouvais qui se conjuguait très très bien. Là je parle comme un fanboy, mais si vous voulez, je trouvais qu'il avait vraiment réussi. J'espère que cet acteur va être de la trempe un petit peu d'Oberyn Martell en termes de bonnes surprises en ce qui concerne les personnages qui arrivent de manière un petit peu tard dans la série. Voilà chers amis, c'est un petit peu tout ce que je dirais sur cet épisode qui était excellent. La vidéo est sûrement beaucoup trop longue, mais enfin bon, voilà, je suis désolé pour ça, je contrôle pas très bien le temps quand je parle de Game of Thrones. En tout cas, voilà, laissez un commentaire, c'est très important, et dites-moi ce que vous avez préféré, est-ce que vous êtes d'accord avec ma disposition, voilà, mon classement des scènes dans cet épisode. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, et je n'ai plus qu'à vous dire, et bah, ciao à tous.